Donc moi, ce que je peux dire très rapidement sur la société et les populations de l'actuelle Algérie, bien entendu, c'est que l'Algérie n'existait pas au sens actuel, mais que sur le plan de la vie, des coutumes, de la société, les gens ressemblaient fortement à ce qui ressemblerait pendant des siècles et des siècles plus tard. C'était des céréaliculteurs, ils cultivaient du blé en grande partie. Ils étaient aussi des transhumants, il y avait des rites, le rite de l'Ashaba qu'on appelle maintenant, qui consistait à aller chercher des pâturages vers le nord parce que dans le sud, il faisait trop chaud. Donc la vie des gens n'a pas beaucoup évolué, des gens de l'intérieur. Alors, ce qui a changé, c'est la domination politique. Il y a eu Carthage à partir de 8 siècles avant Jésus-Christ, qui a amené avec elle un certain nombre de commerçants, qui a édifié la ville de Carthage, d'origine phénicienne, qui a amené aussi des juifs, ça on le sait aussi maintenant. Et il y a eu parmi les pouvoirs qui se sont succédés, malgré des royaumes locaux qui ont duré un siècle et demi, il y a eu l'Empire romain qui s'est établi sur l'actuelle Algérie et l'actuelle Tunisie et qui a duré jusqu'au 5e siècle à peu près. Mais il ne faut pas croire que cet empire romain en Algérie, c'était la même chose que sera la colonisation française plus tard. Je vous donne un exemple. Jules César donne à quelques centaines de ses soldats des terres à cultiver en Algérie. Eh bien, on sait qu'au bout d'une génération ou deux générations, les gens sont complètement intégrés et qui parlent le berbère, c'est-à-dire la langue du cru, parce que la langue à l'origine c'est le berbère, c'est pas autre chose. L'arabe ne va venir que bien plus tard, mais c'est vrai que Rome c'est une civilisation urbaine et que les gens dans les villes se mettent à parler le latin, ils l'apprennent, c'est leur langue de culture, alors que la langue des gens de l'intérieur, des campagnes profondes, reste le berbère pendant des siècles et des siècles. Peut-être que vos auditeurs connaissent le nom de Saint Augustin, qui a été un très grand écrivain, le premier des pères de l'Église, et il était né à Soukaras, près de la frontière tunisienne. Ça ne s'appelait pas Soukaras à cette époque-là, mais il était bien de là. Vous pourriez, la langue berbère, qu'est-ce que c'est Alors, la langue l'origine? berbère, elle fait partie de cet ensemble de langues. Moi, je ne suis pas un grand linguiste, mais qu'on appelle les langues camito-sémitiques, qui, est, qui, qui ne ressemble pas à l'arabe, mais qui est apparenté à l'arabe et à l'hébreu, paraît-il, par certains traits. Et on sait qu'il y a des langues qui sont parlées dans la corne de l'Afrique, qui ont des parentés avec le berbère. En tout cas, c'est très différent de l'arabe ou de l'hébreu, malgré tout, a fortiori différent des langues latines, du grec, etc. Mais on sait que c'est une langue qui est écrite. Elle l'a été depuis la plus haute antiquité, écrite notamment en tifinagh, par cet alphabet qu'on trouve encore dans le Sahara, dans le Hogar, et qui est un des alphabets que certains berbérophones voudraient utiliser pour transcrire la langue berbère en ce moment, qu'on appelle aussi le tifinagh. Je voulais quand même signaler une chose, parce que ça, c'est très très peu connu, c'est qu'à la différence de ce qui se passera à l'époque du colonialisme français, euh, vous avez eu des empereurs romains qui étaient berbères. Septime Sévère était un berbère, c'était un nord-africain. Et il a été un des plus puissants empereurs de l'Empire romain. Et son fils, Caracalla, était donc moitié berbère, moitié autre chose. Et c'est lui qui a édicté l'édit de 212 de Caracalla, qui donnait la citoyenneté romaine à tous les mâles, hein, parce que les femmes n'étaient pas citoyennes, à tous les mâles de l'Empire romain, donc y compris à tous ceux qui deviendront les Algériens. Donc vous voyez, rien à voir avec le système discriminatoire tel qu'il a existé ultérieurement avec la colonisation française. On ne peut pas parler de colonialisme, ou alors on commet un faux sens, à mon avis. Je crois qu'il y a eu des papes, je ne sais pas si c'est une bêtise, il y a eu 3 papes berbères ou d'origine berbère dans l'histoire de la papauté.
ne l'ai pas vérifié, Écoutez, mais je l'ai ça, entendu plusieurs fois. je crois, mais j'en suis pas sûr, hein. Oui, oui, hein. Je suis pas bien spécialiste de l'histoire de l'Église, hein. D'accord. Je peux pas. On a parlé de la période donc romaine. Si on peut détailler un tout petit peu, donc la période, avant que les Romains arrivent, la période carthaginoise disons, il y a eu un mélange, je ne connais pas trop cette période, un mélange de culture grecque et phénicienne. Si on Oui. peut juste développer un peu. Oui, vous avez eu une forte influence carthaginoise, donc phénicienne, à un point tel que la langue qu'on appelait le punique s'est répandue dans une grande partie de la Tunisie et de l'actuelle Numidie, ce qu'on appelait la Numidie. La Numidie, c'est le constantinois, si vous voulez. Et à l'époque d'Augustin, c'est-à-dire au IVe, 5e siècle après Jésus-Christ, il dit que dans les campagnes, les gens parlaient encore le punique. Et ça, c'est très intéressant parce que les Algériens ne le savent pas. Lorsque les conquérants arabes sont arrivés, ils parlaient donc l'arabe, mais le punique est une langue sémite voisine de l'arabe, et ils ont trouvé des interlocuteurs avec lesquels ils pouvaient se faire comprendre. Et ça, personne ne le sait. Vous voyez ? C'est quand même assez intéressant. Le punique s'écrit de droite à gauche, alors? Oui, je pense. Je ne connais pas le punique. Ah oui, hein. Mais il a un alphabet spécial qui est l'ancêtre des alphabets ultérieurs. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de l'invasion arabe, donc à quelle période, comment elle s'est passée, comment D'accord. s'est installée cette culture arabo-musulmane? Alors moi, ce que je dirais, c'est que d'abord, il a fallu que s'effondre la domination romaine, ça a mis 2 siècles avant qu'elle s'effondre. Il y a eu une période pendant laquelle, 4e, 5e, début 6e siècle, des petites entités politiques, des petits États locaux qu'on appelait les États, qu'on peut appeler les États berbères, ont existé avec parfois des traces architecturales en Oranie notamment qui sont pas négligeables. Et la conquête arabe est arrivée, c'était la conquête militaire dans un premier temps, à partir en gros du milieu du 7e siècle, hein, avec un grand conquérant, c'est Sidi Ourkba, Ben Nafis, il y a une petite ville à côté de Biskra qui s'appelle Sidi Ourkba, encore à l'heure actuelle. Et très rapidement, cette conquête s'est répandue dans l'ensemble de l'Afrique du Nord et les conversions à l'islam ont été rapides, même si elles se sont quand même échelonnées sur plusieurs siècles. Mais alors que ça, je ne l'ai pas dit, mais une bonne partie de l'Afrique du Nord, en tout cas la Numidie et l'Africa c'était la Tunisie, était passée au christianisme. En tout cas, on est sûr que c'était vrai dans les villes. Les villes étaient massivement chrétiennes, il y avait des minorités juives importantes, mais elles étaient surtout chrétiennes. Et on peut dire que assez rapidement, les chrétiens deviennent musulmans. Je dois dire que pour eux, je ne suis pas persuadé que l'islam devait être forcément vu comme très très différent de leur christianisme. Jusqu'à maintenant, on leur avait dit de prier en latin, on leur a dit de prier en arabe ensuite. Je ne suis pas sûr que ça ait été un bouleversement tel qu'on se l'imagine aujourd'hui, si vous voulez. Mais je crois qu'il y a aussi une grosse différence pour expliquer le succès rapide de cette arrivée des Arabes, c'est que tous les gens extérieurs, qu'il s'agisse des Grecs, qu'il s'agisse des Phéniciens, qu'il s'agisse plus tard des Français, étaient arrivés par voie de mer. Ils étaient arrivés par la mer. Les Arabes sont les seuls à être arrivés par l'intérieur. Donc, ils font partie de l'intérieur du Maghreb et ils ont des modes de vie du point de vue du pastoralisme, du nomadisme, qui se rapprochent pas mal du mode de vie des Berbères qui vivent dans les hautes plaines de l'Algérie. Donc je crois qu'il y a eu une espèce de revanche de l'intérieur du Maghreb avec l'arrivée des Arabes. Ils se sont retrouvés un petit peu eux-mêmes. Et c'est peut-être aussi une des raisons du triomphe de l'islam et de la langue arabe. Dans le triomphe de l'islam, il y a eu d'autres choses. Il y a eu ce que certains historiens appellent méchamment les conversions fiscales, c'est-à-dire que les non-musulmans payaient des impôts supplémentaires que les musulmans ne payaient pas. Et sans être très mauvais esprit, on peut très bien imaginer que pour payer moins d'impôts, il y ait des gens qui se soient convertis à l'islam. Oui. Est-ce qu'il y a eu vraiment des luttes, si vous voulez? Oui. Il y a eu des... C'est 10 000 cavaliers, on m'a dit, c'était à peu près. Ou peut-être même pas. Mais dans l'arrivée des Arabes, il y a 2 phases. Vous avez
la phase militaire du 7e siècle, 7e, 8e siècle, et puis vous avez l'arrivée de ceux qu'on appelle les Banu Hillel. Et ça, c'est le milieu du 11e siècle, à partir de 1050, si vous voulez. Et alors là, c'est plus seulement des guerriers, c'est un ensemble de tribus qui ont été chassées par les Égyptiens, parce que le pouvoir égyptien, le pouvoir fatimide égyptien n'en voulait plus, et ils leur ont dit, allez à 2000 km à l'ouest, vous verrez, il y a de très beaux territoires. Ils leur ont même donné des sabres pour la conquête, ils leur ont même donné des titres de propriété des terres. Allez là-bas, vous verrez comme c'est bien. Et ils sont arrivés, et alors par masse, avec des tribus, avec les familles, avec les femmes, avec les enfants, avec les troupeaux. Et ce sont eux qui ont vraiment arabisé l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, un peu moins l'Algérie, encore moins le Maroc. Quand on va de l'Est à l'Ouest de l'Afrique du Nord, c'est la Tunisie la plus arabe, l'Algérie l'est un petit peu moins, notamment dans les montagnes, et c'est le Maroc qui est resté le plus attaché aux phénomènes culturels et linguistiques berbères, si vous voulez. Si vous voulez passer à la période ottomane, donc elle est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'écroulement un petit peu de l'Empire arabe? Cette transition, comment elle s'est faite vers l'Empire ottoman? Mais on ne peut pas dire que l'Algérie ait fait partie de l'Empire arabe. C'est relativement vrai au tout début lorsque a été fondé Kérouan, et que là, en effet, il y a eu ce qu'on appelle en arabe la période des wulats, c'est-à-dire la période des gouverneurs. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Ce sont des dynasties, souvent originaires d'Orient, qui se sont implantés et qui ont créé des États pratiquement indépendants de l'Empire arabe. Il ne faut pas dire que l'Empire arabe, c'était pas la même chose que, je sais pas moi, que l'Empire russe ou que l'Empire napoléonien. C'était très différent. Donc, je simplifie, mais il y a eu plusieurs dynasties qui se sont installées. Je prends un exemple. À partir du 10e, 11e, 12e siècle, vous avez eu deux grandes tentatives d'empire maghrébin qui se sont faites, toutes à partir du Maroc, toutes originaires du Maroc, ceux qu'on appelle les Almoravides, Almorabitoun, et ceux qu'on appelle les Almohades, Almowahidoun. Et ces deux empires ont duré 2 siècles et demi à peu près, et après, il y a eu des dynasties qui se sont implantées locales, d'origine locale. Les unes au Maroc, c'était les Banu Merin, les unes qu'on a appelées le royaume de Tlemcen, c'était les Banu Zayyan, et enfin à Tunis, les Banu Hafs, qui ont créé le premier État qu'on peut appeler vraiment un État un petit peu moderne, si vous voulez, par rapport aux autres pouvoirs, Tlemcen ou Fès, qui étaient davantage inspirés par leurs origines tribales et qui ne dominaient pas véritablement le pays. Mais on peut dire en effet que c'est à partir du moment où ces dynasties commencent à s'effondrer, commencent à perdre la main, et aussi du fait de la menace espagnole et portugaise. Il ne faut pas oublier que Oran a été espagnol pendant plus de 300 ans. C'est à partir de ce moment-là qu'arrivent un petit peu comme des sauveurs les frères Barberousse, les Ottomans, et que l'Algérie passe dans la période ottomane à partir du début du XVIe siècle, si vous voulez. Vous pourriez parler de cette période ottomane, comment c'était régi, comment les Algériens, on ne pourrait pas les appeler les Algériens encore à cette époque-là. C'est discutable parce que lorsque vous lisez par exemple Ibn Khaldoun, le grand écrivain du XIVe siècle, il est mort en 1406, il parle de Bilad el-Jazair, il parle de pays de l'Algérie. Bon, alors est-ce que ça veut dire dans son esprit le pays de Al-Jazair, des îles, c'est-à-dire d'Alger? Non, il semble que c'est quand même l'ensemble de l'Algérie. Et lorsque le pouvoir ottoman s'installe, la régence d'Alger, qui est reconnue par l'Empire ottoman en 1518, on commence à parler, on voit dans les textes le terme de Dawlat al-Jazair, c'est-à-dire de État d'Alger. Mais est-ce que c'est Alger ou l'Algérie? On ne sait pas. Mais je rappellerai qu'il y a aussi plusieurs hypothèses sur
les origines du mot Alger. Pour certains, c'est le terme arabe Al-Jazaïr, puisqu'il y avait des îlots au large d'Alger, mais les Berbères ont une autre hypothèse. Ils estiment que ça vient de Désiri, qui signifierait, paraît-il, le clair de lune en berbère. Comme je ne connais pas le berbère, je ne peux pas vous le dire, mais je vous donne l'hypothèse. Voilà. Bon. En tout cas, dans les textes en arabe, on parle de Al-Jazaïr, on parle de Dawlat Al-Jazaïr, et en 1613, pour la première fois, il y a un Français qui écrit dans un texte qu'il y a des Algériens. Il emploie le terme d'Algérien. Donc il semble que de Alger, on soit passé à Algérie dans l'espace de ce XVIe siècle. Et la raison en est aussi sans doute pour la première fois, même si ce n'est pas un État centralisé, moderne comme aujourd'hui, vous avez quand même un pouvoir central à Alger, c'est le pouvoir du Dey, et vous avez 3 provinces qu'on appelle les beyliks, à Constantine, dans l'Algérois, Médéa, et puis dans l'Oranie, à Mascara notamment, parce que je rappelle qu'Oran est une possession espagnole et que Alger a été un certain temps menacé aussi par les Espagnols qui avaient pris le Peñón, c'est-à-dire qui avaient pris les îlots, un des îlots qui se trouvait juste en face d'Alger et qui l'ont menacé pendant très longtemps. Donc si les Ottomans se sont installés, c'est parce qu'en quelque sorte, ils ont été vus comme les sauveurs qui ont permis à l'Algérie d'échapper au joug espagnol. Voilà. Donc on a un début d'administration qui commence à s'installer, même si les rapports entre le pouvoir et les tribus locales et les communautés locales sont encore souvent des rapports de négociation. Je te donne ça, tu me donnes ça. Il y a des tribus qu'on appelle les tribus marzanes, celles-là, elles ont des privilèges fiscaux, mais en échange, elles doivent le service militaire. Il y a ce qu'on appelle les tribus ra'aya, qui sont surveillées comme le sont des troupeaux par leurs bergers, qui au contraire sont, elles... donc, on joue sur les différences de statut pour équilibrer le pouvoir, pour essayer d'assurer le pouvoir. Puis il y a des règlements de compte. Je vous parlerai par exemple du grand bey de Constantine, Salah Bey, à qui on doit une bonne partie des monuments de cette ville magnifique. Salah Bey est entré en conflit avec le dey d'Alger qui a fini par le faire assassiner. Donc vous voyez, vous avez dans l'histoire de France des choses aussi importantes que ça. Mais ce qui est important de noter, c'est que pour les Algériens, le mot État, le mot beylik, ça signifie toujours l'oppression. Ils n'ont du beylik qu'un sentiment fiscal. Le rapport des Algériens avec l'État, c'est il faut lui payer des impôts. Mais vous savez, les Français sous Louis XIV, ils connaissaient du roi que la taille c'était l'impôt qu'ils étaient obligés de payer. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément une très grande différence. Mais la France n'existait pas plus. Si on avait demandé à des gens de Grenoble ou de Lyon au XVIIe siècle quelle est votre nationalité, ils n'auraient pas compris la question. Je peux même vous donner un exemple. Le grand poète marseillais Victor Gelu raconte qu'il y avait des interprètes dans les tribunaux, encore sous le Second Empire, qui traduisaient du français en provençal parce que les gens ne comprenaient pas. Et alors il y a un Marseillais, on lui dit « Quelle est ta nationalité ?» Alors il traduit en provençal et l'autre ne comprend pas ce que ça veut dire. Et alors finalement on lui dit « D'où tu es ?» Il dit « Moi, je suis de Saint-Jean. Saint-Jean, c'est le quartier de Marseille qu'il habitait. La France, pour lui, il ne connaît pas. » C'est-à-dire que même s'il y a un État français, ça ne veut pas dire que les gens se sentent français. Je crois que l'Algérie, c'est un petit peu la même chose. Pour que les gens se sentent algériens appartenant à une même communauté algérienne, il faudra de longs siècles. Et je crois que le choc colonial a été tel qu'il a rassemblé les gens contre la colonisation et qu'on peut dire que c'est de cette époque-là que date vraiment la naissance d'un authentique sentiment algérien, tellement le colonialisme a traumatisé l'a traumatisé tout en le modifiant, bien sûr, parce qu'un Algérien de 1962, c'est pas un Algérien de 1830, il y a de grosses différences. C'est bien, c'est très bien. Donc on ne peut pas parler, avant 1830, de colonisation. Parce qu'on va enchaîner. Si non, là on ferait un anachronisme. Oui, alors si vous voulez enchaîner là-dessus, vous pouvez le dire, ça, puis après enchaîner comment s'est faite la colonisation, avec les débarquements, je crois, en 4 endroits. Les amphimades, qu'est-ce que c'est que les amphimades? Voilà, comment elle s'est fait? L'œuvre, ça tourne. Oui, simplement, pour comprendre les raisons pour lesquelles il y a eu cette expédition
d'Alger en 1830, il faut se référer aux grands travaux des historiens algériens, notamment sur la période ottomane, qui montrent que ce qu'on appelle les corsaires d'Alger, tiraient leur profit du fait qu'ils arraisonnaient les bateaux et ils piquaient la cargaison, ils faisaient des esclaves et tout ça. Donc cette période a été prospère, 16e, 17e siècle, et à partir du 18e siècle, on sait que la Méditerranée, dans son ensemble, s'appauvrit, pour la bonne raison, c'est que l'essentiel du trafic mondial se fait sur l'Atlantique. C'est plus la Méditerranée. La Méditerranée se désertifie. Le résultat, c'est que le beylik, le pouvoir d'Alger, a de moins en moins de ressources, parce qu'il y a de moins en moins de bateaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il se venge sur les populations de l'intérieur. Il fait des raquettes, il fait des rapines, il confisque les récoltes, et le grand historien algérien Lemna Mirouche montre bien qu'au XVIIIe siècle, il y a une série de famines qui se succèdent, qui sont des famines qui sont en partie dues à l'État. Il y a aussi des mauvaises récoltes, mais c'est l'État qui pique le blé. Et ça culmine avec la grande famine de l'été, du printemps et de l'été 1805, dont le Mdam Rouge parle largement dans un de ses livres. Et le Dey d'Alger, pour expliquer la famine, il fait passer des discours auprès de la population. Il leur dit que c'est de la faute des Juifs. Le résultat, c'est que les gens se ruent sur les quartiers juifs, et le Mdam Rouge a fait le compte. En une après-midi, il y a eu 200 morts. Vous voyez, c'est-à-dire que les choses ne sont pas claires. Donc il y a un état de fragilité, il y a un état de faiblesse de la société qui existe en Algérie. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, par rapport à la Tunisie, où il y avait un système étatique, et puis c'est un pays plus petit, mais un pays qui était peut-être mieux contrôlé, dans lequel il y avait peut-être moins de problèmes économiques, et le Maroc était déjà un État véritablement affirmé, l'État des Shorafas, des shérifs de Fès. Il y avait sans doute une raison qui était la faiblesse. Alors, il y a un écrivain algérien qui a dit que l'Algérie avait été colonisée parce qu'elle était colonisable. Il s'appelle Malek Ben Nabi, mais lui, il dit que les Algériens étaient colonisables parce que c'était de mauvais musulmans. Alors, on n'est pas obligé de le croire, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est bien vers cette régence d'Alger que le pouvoir français, en 1830, a dirigé une expédition. Pourquoi cette expédition d'Alger aussi? Il faut voir qu'il y a des raisons économiques. La Chambre de commerce de Marseille était dans une situation difficile. Je vous l'ai dit, la Méditerranée était appauvrie et elle voulait se créer des marchés. Donc, il y a eu une thèse, la thèse de Guiral sur la Chambre de commerce de Marseille, qui a montré qu'elle avait joué un rôle important dans l'expédition d'Alger et surtout après l'expédition d'Alger. Il y a eu aussi la volonté du roi Charles X après Napoléon, c'est le retour de la royauté française, et le roi Charles X, il était, s'il y avait eu des sondages, il aurait été peut-être encore plus bas que Sarkozy, si vous voulez. Bon. Et il dit, je vais me redorer mon blason, je vais offrir aux Français une conquête militaire, ça va me donner du prestige. Il conquiert Alger, a lieu le débarquement de Sidi Frej au mois de juin 1830, manque de peau, c'est la Révolution française de 1830 qu'on appelle les Trois Glorieuses, 6 semaines plus tard, qui emporte le roi. Mais on reste quand même à Alger. D'ailleurs, pendant très longtemps, les Français ne savent pas pourquoi ils restent à Alger. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on ne reste pas, est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on s'en va pas. Il n'y a pas de méthode très précise dès le début. Mais je dois dire que pour le nationalisme français, ça a aussi joué un rôle, parce que 15 ans après Waterloo, ça a été la première victoire militaire française. Donc je crois que dans l'imaginaire nationaliste français, ça joue un rôle, vous voyez. Moi, je peux vous raconter la manière dont, quand j'étais gamin, on m'a raconté l'histoire de la conquête de l'Algérie. J'étais au cours élémentaire, je devais avoir 7 ans à peu près, et j'avais une institutrice dont le mari était colonel, s'il vous plaît. Alors, elle nous a raconté l'histoire de l'Algérie en nous montrant que c'était une victoire, que c'était la France devait être fière. Alors il nous a parlé du maréchal Bugeaud. Alors moi je revenais à la maison, je disais à mon père ce qu'elle me racontait. Mon père me disait ne dis rien, mais elle te dit que des conneries, parce que mon père était un militant anticolonialiste très musclé, et j'ai su dès le début que c'était des conneries. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ultérieurement je me suis intéressé à l'Algérie et que j'étais un militant anticolonialiste pendant
pendant la guerre d'Algérie. Oui, donc le prétexte qu'on prenait, c'était un véritable prétexte, c'était que suite aux ventes de blé par le beylik au directoire, à la France, parce que c'était surtout à la France que c'est aussi une des raisons des liens peut-être entre la France et l'Algérie. Ce blé qu'on piquait aux paysans algériens, on le vendait pour que l'État ait du fric aux Français. Et ils en ont vendu en particulier au moment de la Révolution française, à l'époque du directoire. Et il y a eu une dette non payée, il y a eu des problèmes sur cette dette non payée, de blé qui n'aurait pas été payé, je ne connais pas les détails. Qui n'aurait pas été payé par la France. C'est ça, qui n'aurait pas été payé par les marchands français. Et il y aurait eu une altercation à ce sujet entre le dey d'Alger et le consul français en Algérie qui s'appelait, je ne sais plus si c'est Duval ou Deval, j'ai oublié son nom. Et le ton serait monté et dans est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, personne n'est allé vérifier, il lui aurait donné il avait un éventail, il lui aurait donné un coup d'éventail. Alors donc, grand émoi, peut-être que ça servi de prétexte. Nous allons nous débarrasser de ces corsaires alors que les corsaires, ils faisaient plus de mal, ils travaillaient plus du tout. Et puis les bateaux étaient armés, les bateaux étaient protégés. Oui, au XVIe siècle, les corsaires étaient vraiment importants dans la Méditerranée. Mais 2 siècles plus tard, on ne peut pas dire que c'était les corsaires algériens ils existaient pratiquement plus, si vous voulez. Il y avait un État, mais je vous dis, cet État vivait sur le dos du pays, il ne vivait pas sur le dos des bateaux de la Méditerranée. Donc ça, c'est l'histoire de l'éventail, il faut oublier ça. Ou alors c'est un prétexte, comme on prend tous les prétextes dans l'histoire pour faire quelque chose. Est-ce que vous pourriez parler de cette conquête? Donc, comment elle s'est passée? Parce qu'on m'a parlé d'enfumade, oui, alors, ça, vous voulez parler des enfumades du Darfur. Bugeaud, paraît-il que Bugeaud, il a écrit d'ailleurs, il a dit qu'il fallait, vous en avez parlé l'autre fois au cinéma, mais ça c'est René Vauthier, le réalisateur, qui m'en parlait. Il me disait que quand il a fait il se documentait dans les années 50, il dit à la bibliothèque, je ne sais plus laquelle, et je trouve donc ce Bugeaud qui dit texto, que cette méthode était bonne, qu'il fallait affamer les populations, qu'il fallait les isoler ou les fatiguer pour enlever toute velléité de rébellion, de combat, de résistance. Vous savez, donc si vous voulez parler un petit peu de les gens comme Bugeaud, ils ont fait que transposer en Afrique du Nord ce qu'ils avaient appris à faire en Europe, parce que au moment de la révolte espagnole, Napoléon III a essayé de reconquérir l'Espagne suivant des méthodes qui étaient à peu près semblables. Et lorsque, après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, Louis XIV a envoyé ses colonnes chasser les protestants et les massacrer, c'est pas fondamentalement différent, si vous voulez. Donc, on a fait ce qu'on n'osait peut-être plus faire sur l'hexagone français, finalement, on l'a fait de l'autre côté. Et ça a été une conquête absolument atroce. Les enfumades, bien sûr, le général à l'époque, Pélissier, a enfermé, pour extirper des gens qui étaient enfermés dans une grotte, il y en avait je crois plusieurs centaines, il a enfumé, il a fait des feux pour que les gens sortent, et finalement ils ne sont pas sortis, ils se sont asphyxiés, ça a été une horreur, il y a des tribus entières qui ont été massacrées. Et en face de ça, l'émirat d'El-Kader, si vous voulez je peux vous parler de la résistance de l'émirat d'El-Kader, n'a pas duré quand même très longtemps. Il a été harcelé, puis il y avait une différence de moyens en armement qui n'était pas négligeable. Et c'est dommage, parce que l'émirat d'El-Kader, s'il avait réussi à s'imposer, peut-être que l'Algérie aurait été différente de ce qu'elle est devenue ultérieurement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on ne refait pas l'histoire. Juste un chiffre. J'ai un ami et collègue qui s'appelle Jacques Frémaux, qui est un historien, qui est professeur à la Sorbonne. C'est un jeune, il a 6 ans de moins que moi. Et il a fait un livre fondamental qui s'appelle « La France et l'Algérie en guerre ». Et le nombre de morts de la conquête de l'Algérie, de morts militaires, c'est-à-dire morts par les armes, sur une population qui devait à cette époque-là tourner autour de 2,5 millions, 3 millions, il dit que ça a été autour de 400 000 morts. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. Et si on ajoute les famines qui se sont multipliées, parce que là, ça n'a plus été des famines qui avaient les mêmes raisons que celles de l'époque ottomane,
On a voulu instaurer ce que j'appellerais une excroissance capitaliste, on a dépossédé les gens, soit en leur prenant leurs terres, en les réquisitionnant, en les acculant à faire des dettes et à saisir leurs terres parce qu'ils n'avaient pas remboursé leurs dettes. Le résultat, c'est que les fellahines se sont retrouvés sur les routes. Il y a eu des armées de gens qui crevaient de faim, qui se sont mis à parcourir les routes de l'Algérie. Et ça a culminé avec la plus mauvaise récolte sans doute que l'Algérie ait connue de son histoire, la récolte de 1868. Et c'est une famine qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Elle a été bien étudiée par des historiens, plusieurs historiens, notamment il y a eu Xavier Iacono qui a fait un travail là-dessus, Jacques Frémaux dont je viens de parler qui a renouvelé la question à ce sujet. Donc on peut dire sans se tromper que pendant les 4 décennies qui suivent 1830, c'est-à-dire la conquête de l'Algérie, qui est pratiquement pas tout à fait terminée, mais au bout de 25-30 ans, mais jusqu'à la Troisième République, jusqu'en 70, jusqu'à l'insurrection de Mokrani, on peut, sans risque de se tromper, dire que c'est entre le quart et le tiers de la population algérienne qui a disparu. Donc, soit pour des raisons militaires, soit pour des raisons de grève, de famine. Voilà. Mais cette famine de 1868, c'est un événement qui a marqué encore les mémoires, qui a marqué la poésie orale. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a aussi un grand historien qui en a parlé, c'est André Nouchi, ça a été mon directeur de thèse, qui était constantinois d'origine. Il a été longtemps professeur à Tunis, et maintenant il est professeur émérite de l'université de Nice. Il est un tout petit peu plus âgé que moi, il a 89 ans. Et bon pied, bon oeil, hein, attention, il ne raconte pas de conneries. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'important sur cette période jusqu'à la Première Guerre mondiale, enfin cette période de colonisation? Alors, que les gens ne savent pas. Moi, je dirais 2 choses. Je dirais d'abord que ça a été une période, je vous dis, où on a essayé d'implanter une excroissance capitaliste sur le plan de l'agriculture. L'Algérie avait à peu près, à ce moment-là, autour de 9 millions d'hectares de terres cultivables. La colonisation française, qui a connu son apogée, son moment le plus fort pendant la Troisième République, si vous voulez, de 1870 à 1914, en gros. Cette colonisation française s'est emparée sur 9 millions d'hectares de 2 900 000 hectares. Faites vous-même, ça fait pratiquement le tiers. Hein, pas tout à fait le tiers, mais presque le tiers. Et encore, c'est beaucoup plus du tiers qualitativement parce qu'on ne s'est pas emparé des terres les plus mauvaises, on s'est emparé des terres de plaine, des terres irriguées, des terres qui étaient de meilleure qualité, et on a davantage laissé les terres arides de montagne aux gens du pays. Donc il y a eu incontestablement, il y a eu une dépossession. Je crois que la spoliation est caractéristique de l'Algérie. Donc il y a eu ensuite ce que j'appellerais un système de discrimination. On a importé relativement massivement des étrangers à l'Algérie, des Français, des Espagnols, des Italiens, avec cette petite remarque, c'est que les Français qui ont été importés en Algérie, je me rappelle une vieille statistique que j'avais lue qui datait d'avant la guerre de 14, 80% étaient originaires de la moitié sud de la France. C'est-à-dire que c'était des gens du sud. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plus de pauvreté et il y avait aussi plus d'affinité. Ils savaient où ils allaient. Moi, j'ai encore rencontré un monsieur dont les ancêtres sont venus en Algérie, mais en jouant de la guitare, parce qu'ils étaient de la frontière espagnole, et que, alors, eux ressemblaient beaucoup aux Algériens, mais c'est souvent ce qui se passe dans l'histoire. Quand on ressemble à des gens que l'on conquiert, souvent on est encore plus raciste que les autres. C'est ce que Freud appelait le narcissisme de la petite différence, et que moi j'appelle le racisme de la petite différence. Chacun sait bien que Jean-Marie Le Pen obtient de très beaux scores à Marseille, et un Marseillais, ça ressemble à un Algérien comme 2 gouttes d'eau. Mais justement, il faut montrer qu'on leur est différent, donc on vote Le Pen. Alors que si on vote Le Pen en Alsace, c'est pas pour les mêmes raisons. Là, on est d'une race supérieure.
Oui, c'est pas différent. C'est pour ça que c'est pas la même chose, par exemple, que l'Afrique du Sud. L'apartheid, vous avez un système codifié par Dieu, d'une part, c'est la cité de Dieu, l'apartheid, et d'autre part, on est racialement supérieur parce que c'est Dieu qui nous a fait supérieurs. C'est pas ça. Pour le cas français, c'est des processus différents, même si le résultat n'est pas fondamentalement différent. Le Senatus Consulte de 1865 fait des Algériens des Français. Ils sont français. Mais ils n'ont pas les droits du citoyen français. Ça veut dire que pour obtenir les droits du citoyen français, avoir le droit de vote, etc., il faut qu'ils soient régis par le Code civil. Or, ils sont régis par le statut personnel musulman, auquel les Algériens tiennent comme à la prunelle de leurs yeux parce que ça fait partie de leur identité. Et on leur dit, si vous voulez devenir citoyen français, on fait une enquête sur votre cas, vous abandonnez le statut musulman, et puis vous faites votre demande de citoyenneté. Et il y aura une commission, elle étudiera votre cas. Ces Algériens, presque personne ne l'a fait. Pour eux, abandonner le statut musulman, même quelqu'un comme Ferhat Abbas, le grand dirigeant algérien que je connais, que j'ai interviewé il y a longtemps, il est décédé, excusez-moi, dont la culture était beaucoup plus française qu'arabe, son arabe, bon. Moi, il m'a dit, je n'ai jamais voulu abandonner mon statut personnel musulman. Et je lui ai dit, vous vouliez quoi? Excusez-moi, abandonner son statut personnel musulman, ça veut dire quoi? Abandonner sa religion? Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça voulait dire abandonner les règles qui, au privé, structurent la vie des gens. C'est-à-dire essentiellement le mariage, l'héritage, oui, c'était ça. Les coutumes. Les coutumes musulmanes, qui sont transcrites dans des livres. Vous voyez, c'était donc pas du tout... Il fallait faire preuve d'une assimilation totale, alors. Vous croyez que c'était ça? Non, réellement mais en même temps, les Français ne le voulaient surtout pas, parce que pour eux, c'était un prétexte. On vous garde au statut musulman parce qu'on ne veut surtout pas vous intégrer. Bon, alors que moi, je le sais, j'ai regardé, j'ai un ami qui a fait une thèse là-dessus. Il m'a dit que Abbas, en 1931, avait été entendu par la commission du suffrage universel et on lui avait dit, vous savez bien qu'on ne peut pas vous assimiler, vous avez votre statut personnel musulman, c'est pas possible. Et Abbas leur a dit, chiche, pourquoi vous ne faites pas avec nous comme vous avez fait avec les Juifs en 1870? Les Juifs leur avaient dit, vous êtes français, votre loi juive, elle n'existe plus, vous serez régi par... Allez-y, on protestera, mais vous verrez que tout le monde... tôt ou tard, oui. Ils sont restés juifs, ils font leur mariage juif, ils continuent d'aller à la mosquée, à la synagogue. C'est le décret Crémieux. C'est le décret Crémieux d'octobre 1870. Et ça n'a pas marché avec les Algériens parce que, en fait... ça n'a jamais été fait, tout simplement. Mais il n'y avait pas de réelle volonté. Il n'y avait surtout pas de volonté, parce que vous aviez le lobby colonial qui l'empêchait, et puis vous aviez ce que les Américains appellent le Creole Pioneers, c'est-à-dire les créoles, les Européens d'Algérie, qui n'en voulaient surtout pas, parce qu'ils disaient, si ils sont citoyens, ils sont 7 fois plus... à la fin du 19e siècle, ils étaient 6 fois plus nombreux qu'eux, 5-6 fois plus nombreux qu'eux, mais au moment en 54, c'était 1 pour 8, si vous voulez. Donc, ils craignaient qu'avec des droits égaux en citoyenneté, ils se fassent bouffer, vous comprenez? Parce que il faut voir aussi que le racisme des pieds noirs, c'était aussi un racisme de la précarité. On sait très bien qu'on est mal accepté, que notre système est mal accepté, et on sait très bien que tôt ou tard les gens voudront se manger. Donc on se protège par le racisme, par la discrimination. Alors, ce qui est quand même très différent, par exemple, d'un pays comme l'Afrique du Sud, où vous avez des régions où il n'y avait que des Européens, où il y avait quelques Africains, où il y en avait très peu. La proportion de population était beaucoup plus importante. Oui. Et dans la pratique, alors en fait, il n'y avait pas des Algériens n'étaient pas des citoyens français. Ah ben non. Il y a eu quelques... Ça se passait comment dans la pratique? Dans la pratique, je vous donne un exemple. Il y avait ce qu'on appelait les assemblées algériennes. Il y en avait 2. Le plus important, c'était les délégations financières qui se réunissaient à Alger, qui proposaient un certain nombre de choses, qui pouvaient proposer des projets à Paris, qui les votaient comme loi ou qui ne les votaient pas. Eh bien, dans ces délégations financières,
c'était français à raison de 80% à peu près, je crois, et il y avait un collège indigène, 20% à peu près, 20-25%, qui était lui-même, pour des raisons divisées pour régner, divisé en collège kabyle et collège arabe. Donc, vous voyez, parce qu'il y a eu aussi tout le mythe kabyle, le divisé pour régner, puis il n'y avait pas que le divisé pour régner. Les Français, qui sont les meilleurs du monde, bien entendu, ont inventé cette idée que les Kabyles sont mieux que les Arabes, ce sont des sédentaires comme les Français, ils nous ressemblent, et c'est vrai qu'il y a eu en Kabylie des îlots scolaires, il y a eu un petit peu plus de scolarité en Kabylie qu'ailleurs, mais c'était en grande partie des raisons de domination, de pouvoir qui faisaient dire ces choses-là. Alors, donc les gens ne votaient pas, ou alors si certains votaient, c'était pour élire un epsilon % des assemblées locales. Il n'avait aucun représentant à Paris. Et lorsque l'émir Khaled, dont je vous ai parlé tout à l'heure, oui, lorsqu'il s'est battu pour émanciper ses compatriotes, sa revendication c'était nous voulons des députés, nous voulons des sénateurs. Il ne voulait pas l'indépendance. Bon, on lui a dit mais c'est pas possible puisque vous avez le statut personnel musulman. Donc ce qu'il réclamait, c'est ce que réclamait Ferhat Abbas, c'était la citoyenneté avec la conservation du statut musulman. Alors on leur dit, les juristes leur disaient ah non c'est impossible. Alors que les Français, pour imposer leur pouvoir au Sénégal, dans les 4 grandes communes du Sénégal, ils ont fait citoyens français les Sénégalais en leur conservant leur statut personnel musulman. C'est-à-dire que ce qu'ils ne voulaient pas faire en Algérie, ils l'ont fait au Sénégal. Pourquoi ? Simplement parce que les enjeux n'étaient pas les mêmes. Vous n'aviez pas de population européenne au Sénégal, ou très peu. Et puis de toute façon, même les Sénégalais qui prendraient le relais après l'indépendance seraient tellement liés à la France-Afrique, enfin seraient tellement liés avec Paris que ça n'avait pas d'importance. C'était des tactiques. Ce qui était bon au Sénégal n'était pas bon en Algérie. Et alors moi, il m'est arrivé de poser à des amis algériens que je connais, que j'estime, quand je vous parlais de discrimination, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des discriminations concernant par exemple l'éducation. Un des grands motifs de la France qui disent regardez, nous apportons la civilisation. Je crois que je l'ai dit l'autre jour à la Duchère, en 1914, 5% des enfants algériens étaient scolarisés. 5%. Alors que. Et en France, combien ? 100%. En 1914, la totalité était scolarisée. Alors même que les mêmes lois s'appliquaient en Algérie, les lois Jules Ferry, les mêmes. Alors il y a eu un recteur, le recteur Jean Maire, qui a été à la tête de l'académie d'Alger pendant 25 ans. Il a essayé tout ce qu'il a pu pour renforcer l'école française, pour créer des écoles. Pour des raisons qu'on disait financières, c'était niette. Le congrès des maires d'Alger en 1909 vote une motion qui demande la suppression de l'enseignement des indigènes. Vous vous rendez compte ? En 1954, les statistiques officielles nous apprennent qu'il y a 15% de la population qui est scolarisée. Alors, mais par qui étaient faites ces statistiques ? Ils n'étaient pas un peu gonflés, non ? Parce que la génération de cette époque, moi j'en vois pas beaucoup des gens qui ont appris réellement le français. Je vois pas 14%. De quelle époque ? En 54, vous voyez déjà. Bon, je pense qu'elles étaient gonflées. Alors j'en ai longuement parlé avec mon ami Harbi, lui il me dit c'est plus près de 10% que de 15%. Peu importe. C'était un dixième de la population, c'est-à-dire, oui. Et encore presque uniquement des garçons, bien sûr. Alors je sais qu'il y a eu une œuvre scolaire beaucoup plus importante. Le paradoxe, c'est que le système français, avec De Gaulle, avec le plan de Constantine, a en 4 ans beaucoup plus scolarisé d'enfants algériens qu'il n'avait été fait pendant 128 ans avant. Mais c'était un peu tard, si vous voulez. Parce que le copain dont je parlais tout à l'heure, moi je lui ai dit, mais si vraiment les lois Ferry avaient été appliquées, si on avait fait l'école, qu'est-ce qui se serait passé ? Et qu'on ait donné l'assimilation. Il m'a arrêté, il m'a dit, on serait français. Puis il a réfléchi, il m'a dit, on vous emmerderait peut-être encore un peu plus que les Corses. Au départ, vous avez eu l'élite, ceux qu'on appelait les jeunes Algériens, fin 19e, début 20e siècle. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était l'assimilation. Ils voulaient être français, c'est ce qu'ils revendiquaient. Bon. Or, il y a eu
plusieurs étapes qui ont fait que ces revendications n'ont jamais été appliquées. J'en ai parlé l'autre jour, c'est ce que j'ai appelé les occasions manquées parce que non tentées. 1919, la loi Jonard, 1936, le projet Blum-Violette, qui n'est même pas présenté aux chambres parce que Léon Blum, le chef du Front populaire, ne présente pas ce projet aux chambres qui aurait donné la citoyenneté française à 25 000 Algériens dans le statut personnel musulman, c'est-à-dire ce que réclamaient les Algériens. Bon, et ça a été une succession d'occasions qui n'ont même pas été tentées, si vous voulez. Le résultat, c'est que le politique a échoué. Ce qui aurait pu être une voie politique, moi, la politique, j'appelle ça l'art du possible. On peut appeler ça le compromis. Bon, eh bien, ça n'a jamais été tenté, si bien que la situation étant bloquée, ça a repris en 1945, avec les insurrections qui avaient parsemé le 19e siècle. Ça a été l'explosion de mai 1945, avec la répression sanglante qui s'en est suivie après Sétif et après Guelba. Donc je peux dire que si finalement il y avait une grande partie des Algériens qui auraient voulu une solution politique. Un type comme Messali, par exemple, il n'excluait pas la lutte armée, mais pour lui, elle devait être subordonnée. Ça devait être un moyen de pression sur les Français pour les obliger à négocier. Alors que les petits jeunes qui ont lancé le 1er novembre 1954, pour eux, c'était pratiquement un idéal en soi. Ils étaient tellement désespérés que pour eux, il n'y avait plus que le registre des armes qui comptait. Je crois que c'était même pas un désespoir. Je crois que ça, après, vous en avez parlé autrefois, après le mai 45, j'ai oublié son nom, il laisse dans ses écrits, il dit que nous n'obtiendrons quelque chose que par les armes. Ça avait été décidé. Oui, désespoir, oui, tout à fait. Ça a été décidé, préparé, un petit peu. Oui, c'est ça, oui, on dit la même chose. Eh ben, vous n'avez qu'à enchaîner, donc, la guerre d'Algérie, si vous voulez en parler. Je vous ai coupé pour rien. Par désespoir d'aboutir, en fait. Oui, et puis il faut dire aussi une chose, c'est que les 9 chefs historiques du FLN, c'était des gens qui étaient issus du terroir. C'était pas des citadins. C'était pas Messali Haj. Messali Haj, c'était un citadin, c'était un Tlemcenien. Or, le FLN... Oui, mais il était à Nanterre. Moi, j'ai une historienne qui me dit que la révolution algérienne est née à Nanterre. Ah bon, alors il faudrait faire l'histoire de l'étoile nord-africaine à ce moment-là. Oui, non mais on enchaîne. L'étoile nord-africaine, elle est née en 1926 à Paris, ça vous avez très... Oui, mais je ne peux pas dire tout enchaîner. En 5 minutes. Bon, la guerre a commencé donc, le 1er novembre 1954, l'allumage de la mèche, l'explosion, l'enfijar. Et très vite, le pouvoir français a envoyé le contingent, a réprimé, et la guerre a commencé. Et la toute dernière des occasions manquées, qui n'a là encore pas été tentée, ça a été celle du 22 octobre 1956, lorsque un vrai politique du gouvernement Guy Mollet, qui avait été élu en janvier 1956 pour faire la paix, pour faire la paix en Algérie. Or, vous savez ce qui s'est passé le 6 février 1956. Guy Mollet, en visite à Alger, a été accueilli par les huées des Européens. On lui a lancé des œufs, on lui a lancé des tomates, et quand il est revenu, il a dit il n'y a rien à faire, on ne peut pas éviter. Donc il a demandé les pouvoirs spéciaux en mars 1956 qui lui ont été accordés à la majorité d'une chambre de gauche, communiste compris. Et les communistes n'aiment pas bien qu'on leur rappelle ça, s'il vous plaît. Donc, mais dans le ministère, il y avait quand même le secrétaire d'État aux affaires tunisiennes et marocaines, un certain Alain Savary, et je voudrais bien que les gens connaissent son nom, ce monsieur. Lui, il disait, c'est pas possible, il faut, l'indépendance est inéluctable. Donc, je vais essayer d'y aller par étapes. Et c'est là qu'il s'est entendu avec les dirigeants tunisiens et marocains pour qu'il y ait une conférence maghrébine où seraient invités 4 dirigeants du FLN pour négocier avec eux. Ce que voulait Savary, c'est dans une première étape faire une confédération maghrébine associée à la France et que l'indépendance de l'Algérie, étape par étape, se fasse d'abord dans un cadre d'association avec la France, etc.
C'était la politique intelligente. Si on avait voulu éviter les centaines de milliers de morts de cette guerre, c'est ce qu'il fallait faire. Eh bien, vous savez comment ça s'est terminé. L'avion qui transportait les 4 dirigeants en question a été arraisonné par la chasse aérienne française, a été obligé d'atterrir sur l'aéroport de Maison-Blanche à Alger. Ils ont été mis en prison pendant toute la guerre et la conférence de Tunis n'a jamais eu lieu. Savary a eu beau protester, il a été obligé de démissionner, la mort dans l'âme. C'est le dernier espoir de règlement pacifique, c'est-à-dire politique, qui s'est évanoui. Donc, la guerre s'est généralisée dans l'ensemble du pays, plutôt davantage dans la moitié orientale que dans la moitié occidentale du pays. C'est l'Aurès, c'est la Kabylie qui ont été les principales... Mais en même temps, De Gaulle, arrivé au pouvoir à la suite du 13 mai 58 de la manifestation des Européens d'Algérie au nom de Algérie française, a essayé de les prendre au mot en leur disant qu'il les comprenait, mais je suis persuadé pour ma part que lui aussi savait que tôt ou tard il faudrait négocier avec les Algériens, avec le FLN. Mais il a voulu dire aux militaires, chiche, vous voulez conquérir ? Je vous donne tous les moyens. Et ça a été cette horrible année 1959, l'opération Pierre Précieuse, l'opération Jumelle, qui en effet ont assuré à l'armée française une certaine maîtrise du terrain. Ça ne veut pas dire que l'armée de libération nationale algérienne a été détruite, mais elle était terrée dans ses grottes, dans ses cachettes. Mais ce qui était évident, c'est qu'après ce succès français militaire, ça ne réglait rien. Et pendant ce temps, le FLN s'était fait connaître dans le monde entier, à l'ONU, en Amérique du Sud. Il y a même eu un représentant du FLN au Japon, on sait qu'il apprenait le japonais. Bon. C'est comme ça que l'Algérie a pu finalement avoir son indépendance, c'est en faisant pression sur l'opinion internationale, en Europe aussi. C'est l'Allemagne, par exemple, qui a abrité la Fédération de France du FLN, ça on ne le sait pas généralement. L'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Ouest. De l'Ouest, ah oui. Non, pas de l'Est. Ils étaient à Bonn, ils étaient à Cologne. Hein. Ah oui, oui, oui. Mon copain Mohamed Harbi, il est parti de Paris, il était à Bonn, il connaissait bien l'Allemagne. Vous ne mettrez pas ça, hein, il bredouille encore 2-3 mots d'allemand. Ça tourne. Ces opérations, il y en a eu d'autres qui ont eu le même nom, ont voulu, comme le disait le général Salan, enfin, venir à bout de la résistance algérienne militairement. Et on a mis des moyens absolument énormes. Et on a employé des tactiques région par région. On commence par telle région, on commence par telle autre région, puis c'est la Kabylie, puis c'est l'Aurès. Et en effet, au bout d'1 an et demi, la situation militaire était à l'avantage de l'armée française. Mais ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens, c'est que plus la situation militaire était à l'avantage de l'armée française, plus la situation des Algériens était tragique, et plus le rayonnement des Algériens montait sur la scène internationale. Donc finalement, et je me demande si c'est pas ce que voulait quelque part De Gaulle, la politique du pire pour montrer aux militaires français que ça ne servait à rien, en définitive. Bon, ça c'est une hypothèse personnelle. En tout cas, on sait bien que c'est De Gaulle qui, le tout premier, a rencontré des émissaires du FLN, qui a eu à Melun, en juin 1960, les premiers pour parler avec le FLN, et que c'est à ce moment-là qu'il a rompu, de manière assez sanglante, avec les ultras d'Alger, avec les ultra-colonialistes d'Alger. Il faut dire aussi que du côté algérien, il y a eu des changements. Parce que tant que le gouvernement provisoire algérien était tenu par cette... bon, on ne peut pas dire que c'était lui qui maîtrisait les choses, Farhat Abbas. En réalité, vous aviez le gouvernement provisoire et vous aviez le poids des militaires, qui était extrêmement important, mais des militaires algériens. Mais à partir de août 1961, c'est le 3e gouvernement provisoire de la République algérienne, dirigé par Barkhada. Barkhada, c'est un vrai politique. Il sait qu'il faut négocier. Il sait que De Gaulle veut aussi négocier. Et c'est grâce à son gouvernement que vous avez les négociations qui, au bout de quelques mois, se terminent en mars 1962. Donc, on a une solution politique. Ne me faites pas dire quand même ce que je n'ai pas voulu dire. Ça ne veut pas dire que la commotion initiale des armes, le coup de semonce des armes du 1er novembre, a été
indispensable pour arriver à cette négociation politique. Je crois qu'il a fallu les deux. Mais il est absurde de dire qu'il y a eu une victoire militaire. Ça a été une victoire pour l'essentiel politique, mais qui a été récupérée par les militaires, puisque ce qu'on a vu, c'est que c'est pas Ben Youssef Makheda qui a eu le pouvoir en Algérie, c'est le colonel Boumedienne et son armée des frontières qui n'avaient jamais mis les pieds en Algérie. C'est pas les maquisards qui ont eu le pouvoir, c'est une armée extérieure qui a chassé du pouvoir le gouvernement du gouvernement provisoire de la République algérienne et qui s'est imposé dans le sang à l'idée de 1962. Ça, il faut quand même le rappeler aussi.